Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bonjour, comme chaque semaine, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Au sommaire du débat cette semaine, le Togo, toujours pas de solution à la crise politique à laquelle le pays fait face depuis un an. Mais les acteurs de la crise ont désormais une boussole qui devrait peut-être aider à sortir de la crise. C'est la feuille de route proposée par l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, lors de son 53e sommet. Pour accélérer son application, le président de la commission s'est rendu cette semaine à Lomé. Jean-Claude Cassibrou a rencontré les protagonistes de la crise politique. Alors, l'espoir est-il permis? On verra dans le débat. Simone Gbagbo et d'autres figures du pouvoir de Laurent Gbagbo libérés. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a quitté la prison et regagné son domicile à la faveur de l'amnistie de 800 prisonniers en rapport ou non avec la crise post-électorale 2010-2011. Cette décision du président Alassane Ouattara s'inscrit-elle dans un agenda politique? Peut-elle contribuer à accélérer la réconciliation nationale qu'on dit en panne? On entendra nos invités. Autre sujet majeur de l'actualité africaine de cette semaine, c'est la désignation mercredi d'Emmanuel Ramazani Chadari comme candidat de la coalition au pouvoir pour la présidentielle du 23 décembre prochain à RDC. Exit donc le président Joseph Kabila qui ne briguera pas un troisième mandat. Mais le ciel politique congolais est-il pour autant moins couvert? Analyse à suivre. Notre invitée pour décrypter ces trois sujets est Madame Ameganvi Menavi Isabelle Djibodi. Bonsoir Madame. Bonjour Madame. Bonjour. Je crois que j'ai beaucoup écorché votre nom. Je vous prie de me pardonner. Vous êtes vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, principal parti de l'opposition au Togo. Et vous serez accompagnée cette semaine exceptionnellement de deux journalistes. Félix Boni, rédacteur en chef de l'infodrome.ci. C'est en Côte d'Ivoire. Bonjour Félix. Bonjour Liliane. Mike Moukebayi, journaliste fondateur du site d'information CNews en RDC. Merci d'être avec nous, Mike. Merci. Et brève présentation de notre invité, Maître Ameganvi Menavi Isabelle Djibodi, vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, principal parti de l'opposition donc au Togo et dont un parti dirigé par Jean-Pierre Fabre. Avocate depuis 1994, maître, vous êtes membre fondatrice de l'Union des forces du changement, l'UFC, dont vous avez été secrétaire générale adjointe, puis troisième vice-présidente jusqu'en 2010. Maître, vous êtes vous avez été élu député à l'Assemblée nationale du Togo en 2007, avant d'être exclu en 2010, et puis réélu député à l'issue des élections législatives de 2013. Vous êtes membre de plusieurs associations de femmes. En 2012, vous êtes à l'initiative des mouvements La Grève du Sexe et la Marche des Femmes Rouges Togolaises. Un mot, madame, sur cette grève du sexe. En quoi consistait-il et le but pour lequel vous aviez organisé cette manifestation, est-ce que ce but a été atteint? Qui a changé? Non, bien sûr que ce but n'a pas été atteint puisque aujourd'hui nous sommes avec les émissaires de la CEDEAO pour régler la crise togolaise qui, vous ne l'ignorez pas, date de très 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 longtemps et s'aggrave d'année en année. À l'époque, c'était sous l'égide du collectif Sauvons le Togo que les femmes regroupées au sein des partis politiques et des associations qui étaient membres de ce collectif-là avaient initié cette grève-là pour dénoncer le déficit démocratique qui avait cours dans notre pays, accompagné de beaucoup de violations des droits de l'homme, de impunité qui profitait aux technocrates du régime en place au Togo depuis plus de 50 ans. Et donc, cette grève consistait à s'abstenir de toute relation sexuelle pendant une durée de 10 jours pour que les hommes, finalement, qui ont amené les grandes décisions dans le pays, puissent s'intéresser véritablement et régler le problème togolais de manière efficiente. Et donc,
Cette grève-là s'adressait bien entendu aux femmes de l'opposition et aux femmes du pouvoir également. J'avoue que c'était une initiative qui avait très bien marché, mais qui malheureusement n'a pas atteint ses objectifs, puisque nous sommes encore là à nous débattre dans les méandres de la crise togolaise. Mais en tout cas, madame, merci pour ces précisions. On va donc commencer notre premier sujet et c'est le Togo. Une semaine est passée depuis le sommet de la CEDEAO tenu à Lomé la semaine dernière. Un sommet au cours duquel les chefs d'État ont proposé à la classe politique une feuille de route qui est censée l'aider à sortir de la crise actuelle. Pour l'instant, rien n'a encore changé et le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, s'est entretenu avec les diverses parties opposition et du pouvoir pour les écouter. Et voici les réactions respectivement de Jean-Pierre Fabre, leader de l'opposition togolaise, et de Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et représentant du pouvoir, à l'issue de leur rencontre avec donc le président de la commission de la CEDEAO au micro du correspondant de BBC Africa Lomé, Nicolas Akboussou. Vous avez un point important comme le découpage électoral, qui est un élément fondamental des élections législatives au Togo. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2007 et on a dit ce point est fondamental. Ce n'est pas parce que la feuille de route ne s'est pas penchée dessus qu'il faut le négliger. Il faut surtout veiller à ce que cette question soit réglée. Nous voulons travailler dans cet esprit-là de fraternité, de convivialité, pour que la mise en œuvre des décisions des chefs d'État de la CEDEAO soit fluide et que cela ne pose aucune difficulté. Voilà. Madame, quand on écoute votre président, le président de votre parti, Jean-Pierre Fabre, ses propos semblent indiquer que la feuille de route de la CEDEAO est en quelque sorte passée à côté d'une question essentielle, celle du découpage électoral. En quoi est-ce que cela représente un enjeu capital pour vous? Oui, vous savez, je suis député à l'Assemblée nationale aujourd'hui, président du groupe parlementaire ANC, donc le groupe majoritaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. Il se trouve qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir UNIR dispose de 62 sièges à l'Assemblée nationale et l'opposition 28 au total, toutes sensibilités politiques confondues. Or, il se trouve qu'en suffrage exprimé, les voix de l'opposition dépassent de loin les voix de la majorité à l'Assemblée unie. Et cela résulte du fait que nous sommes allés à ces élections législatives sous la base d'un découpage complètement unique, qui fait que les suffrages exprimés ne traduisent pas dans la réalité le nombre de sièges déterminés. C'est ça qui a permis que l'opposition ait pu avoir. Donc vous voulez dire que c'est un découpage électoral taillé sur mesure par le pouvoir? Tout à fait, au profit du parti au pouvoir qui estime que les sièges ou bien les zones qui lui sont favorables disposent de beaucoup plus de sièges que les zones dites favorables à l'opposition. Et donc c'est un problème sur lequel il faut véritablement se pencher, surtout conformément à la Constitution de notre République, c'est un homme, un vote. Mais en résolvant la question de la réforme électorale, est-ce que cela ne va pas régler aussi de fait celle-là, c'est-à-dire celle du découpage électoral, comme le souhaite la CEDEAO? Oui, mais vous savez, c'est un problème tellement important pour nous que nous aurions aimé que cela figure. Vous savez, ça fait des années que nous sommes en opposition contre ce régime. Et vous savez, c'est un régime qui provient d'un parti unique, d'une dictature séculaire et tout le reste. Et nous gagnerons à ce que cela soit mentionné noir et blanc pour que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Mais les médiateurs, les facilitateurs de la CEDEAO, à savoir les présidents ghanéens et guinéens, ont consulté l'opposition. Vous leur avez fait passer ce message avant qu'ils ne soumettent leur feuille de route. S'ils n'en ont pas tenu compte, c'est peut-être parce que ce n'est pas une question primordiale à leurs yeux par rapport à celle de la réforme électorale. Peut-être que cela figure dans les réformes électorales qui doivent se faire. Mais le sujet est tellement important
que nous aurions aimé que cela occupe une place assez importante dans les recommandations qui ont été faites. Il y a un certain nombre de points qui restent déterminants pour l'opposition, pour la clarté et l'équité, la transparence des élections qui n'ont pas été marquées noir sur blanc. Et hier, nous en avons débattu avec les représentants de la CEDEAO qui, je veux dire, argument à l'appui, preuve à l'appui, argument tiré des élections qui se sont déjà déroulées dans notre pays. Je crois qu'il faut qu'on tienne de la situation, parce que ce que veut l'opposition en réalité, c'est que pour une fois dans notre pays, le Togo, il y ait des élections véritablement libres, démocratiques et transparentes. C'est tout ce que l'opposition souhaite, et je ne vois pas l'institution régionale être contre le fait qu'on puisse demander dans un pays que les conditions de transparence, d'équité soient observées lorsqu'il s'agit d'organisation d'élections. Maître Ameganvi, mais cette feuille de route a largement quand même pris en compte vos revendications, notamment sur le point des réformes électorales avant les législatives du 20 décembre, mais il y a aussi la question de l'élection présidentielle à 2 tours qui est clairement mentionnée. Est-ce que vous ne pensez pas que je n'en disconviens pas. La feuille de route, nous l'avons dit, hein, vous savez, la C14 a sorti un communiqué sur sa position. Nous avons salué l'effort fait par la CEDEAO en ce qui concerne la résolution de la crise par cette feuille de route-là, mais nous n'avons pas manqué non plus de relever les imperfections, parce qu'il y en a, vous savez, toute œuvre humaine est faillible, et donc il ne faut pas croire que la CEDEAO est faillible d'erreur. Hein, c'est des hommes qui l'animent. Et le cas togolais est assez compliqué. Que lorsque vous ne visez pas, il est très difficile de prendre le contrôle, de prendre tous les aspects des problèmes que nous connaissons dans notre pays, le Togo. Et donc, hier, nous n'avons pas manqué de relever, d'attirer l'attention sur les quelques imperfections qu'il y a dans en dehors du découpage électoral, quels sont les autres points que vous auriez aimé voir la feuille de route relevée? Ou les autres points inscrits sur la feuille de route? Il y a également le problème de la CENI, par exemple. Le problème de la CENI qui devait être composée équitablement opposition et parti au pouvoir. Or, vous savez que le parti au pouvoir a fait je dis à pousser, lorsque nous étions en manifestation pour réclamer les réformes et autres, à composer à sa manière la CENI, et il se trouve qu'aujourd'hui, même les places qui devaient revenir à l'opposition ont été occupées par le fait que le parti au pouvoir a désigné des gens qui l'occupent. Ce qui fait que finalement tout le monde a compris que la CENI n'a jamais été composée au Togo équitablement opposition. Merci madame. Mais les partisans du pouvoir peuvent vous retoquer que quand on choisit, c'est la conséquence de la politique du boycott et de la chaise vide, puisque au moment où on composait, l'opposition était dans la rue. Non, mais tout à fait, nous étions dans la rue et pour cause. Nous étions dans la rue et c'est le fait que nous étions dans la rue qui a permis aujourd'hui que le chef de l'État puisse appeler la CEDEAO à la rue. Vous savez ce que nous réclamions dans la rue, c'est le minimum auquel le peuple togolais pouvait avoir droit, étant entendu qu'en 2010, ce régime avait pris l'engagement d'accomplir dans la PG les réformes que nous réclamons aujourd'hui, 12 voire 13 années après. Merci madame. Nous étions dans la rue et donc nous ne pouvions pas être dans la rue à réclamer que les réformes soient faites et que le pouvoir s'arrose le droit de composer à lui tout seul
la CENI. D'accord. Merci madame. Donc le découpage électoral et la CENI pour vous et la recomposition ou la configuration de la CENI sont les points importants que la feuille de route n'a pas abordé. On va écouter Félix qui est en Afrique de l'Ouest. Maintenant le problème c'est l'application de cette feuille de route, Félix, proposée par les facilitateurs ou plutôt par la CEDEAO. Le fait de voir le président de la commission qui est ivoirien, votre compatriote, revenir à Lomé, rencontrer une fois de plus les acteurs ou les protagonistes de cette crise, est-ce que ça ne donne pas finalement l'impression que la CEDEAO fait du surplace? Justement, cela montre que la CEDEAO n'a véritablement pas préparé les bases de cette feuille de route, parce que normalement, si elle avait été préparée à la base, que les acteurs étaient vraiment consentants, le président de la commission n'aurait pas eu besoin de retourner encore rencontrer les acteurs. C'est comme s'il y a une autre négociation encore qui se mène. On a mis la charrue avant les bœufs, on a pris des décisions qui ne cadrent pas réellement avec ce qui se passe sur le terrain. Parce que certains estiment, par exemple, qu'on aurait pu prévoir des moyens coercitifs pour appliquer, pour forcer les acteurs à appliquer cette feuille de route, plutôt que d'entamer encore des négociations et peut-être prendre des sanctions en passant par des sanctions ciblées, comme on a vu en Guinée-Bissau, par exemple. Évidemment, c'est ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire les chefs d'État de la CEDEAO auraient pu être un peu plus fermes dans les décisions qu'ils ont prises pour que cette feuille de route puisse être appliquée. Mais n'oublions pas que celui qui dirige la CEDEAO même, c'est le président du Togo, et donc apparemment ça donne l'air d'avoir eu... Non, plus ça a été changé, c'est maintenant le président nigérian Goodluck Jonathan depuis une semaine. C'est lui qui était président d'exercice, justement. C'est lui qui était président d'exercice au moment où la CEDEAO se retrouvait. Et je crains que cette façon de gérer les affaires ne soit un peu comme une sorte de syndicat de chefs d'État qui... Le président nigérien Muhammadu Buhari, oui, évidemment, pas Goodluck, comme je l'ai dit précédemment. Muhammadu Buhari, oui. Et je crains que ce ne soit un peu une forme de... On est passé un peu la main dans le sens du poil, on est... Donc la CEDEAO ne s'est pas montrée assez ferme. Elle ne s'est pas montrée assez ferme au point où le président de la commission est obligé de retourner encore sur le terrain pour essayer de mener encore des discussions pour tenter de faire passer la feuille de route qui jusque-là continue de traîner. Il y a quelques jours après cette rencontre, rien n'a encore bougé au Togo et c'est encore dommage. Merci. Et Mike, sur cette feuille de route de la CEDEAO, ces difficultés d'application? Non, ce n'est pas une question de difficulté d'application, c'est que d'abord cette feuille de route a été très mal conçue. Elle ne règle pas le problème des fonds. Elle est une feuille de route qui est favorable à Faure-Gnassingbé. Il n'y a rien de contraignant en ce qui le concerne. Quelles sont les concessions majeures qu'il a faites? Presque rien. On demande tout aux opposants. Ce n'est pas correct. Moi, je crois même pas qu'on va passer à l'application. Je suis sûr que dans les jours qui viennent, les opposants togolais vont se rendre compte qu'en réalité, cette feuille de route consolide la position de Faure-Gnassingbé. Il est là, il va attendre les élections en 2020, et on ne dit pas clairement qu'il ne sera pas candidat, donc il le sera. Donc ça signifie qu'il faut encore vivre avec Faure-Gnassingbé. Dans l'opposition, pour vous, un peu tournée en bourrique? Oui, mais j'ai dit qu'elle a même été naïve à mon point de vue. Elle a même été naïve. Peut-être que le rapport de force ne lui a pas permis d'imposer son point de vue. Mais en tout cas, les chefs d'État de la CEDEAO ont été complaisants avec Faure-Gnassingbé. Parce que le grand problème, c'est lequel? C'est qu'il a fait longtemps au pouvoir et que le Togolais demande que c'est assez, il doit partir. C'est ça le problème des fonds. Mais vous savez, nous sommes en Afrique. Ceux qui sont au pouvoir ont toujours l'avantage sur les opposants, puisqu'ils ont la possibilité d'utiliser les moyens de l'État. Quand on parle, par exemple, de la question de libération des détenus politiques, j'ai fait un parallélisme avec ce qui a été conclu ici, chez nous, entre Joseph Kabila et l'opposition. Il y a eu un accord pour parler de la décrispation qui passe par la libération des détenus politiques. Aujourd'hui, le plus emblématique de ces détenus-là n'ont pas été libérés. Merci beaucoup. On va marquer une pause obligatoire. Débat Africa BBC.
Suite du débat BBC Africa numéro 1 Paris avec notre grand invité, Maître Ameganvi Menavi Isabelle Dikbodi, vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, principal parti de l'opposition au Togo. Le journaliste Mike Mukebayi est en ligne de Kinshasa, en RDC. Félix Boni, rédacteur en chef de l'infodrome.ci, en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour écouter ou réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre site internet bbcafrique.com, mais aussi africa1.com, puis partagez vos commentaires avec nous sur la page Facebook. L'adresse est facebook.com/débat BBC Africa. Vous pouvez conclure vos propos, Mike. Donc la libération des prisonniers politiques exigée, en fin de compte, n'arrive pas comme l'exigent souvent les accords signés. Ouais, c'est comme à Kinshasa. Je crois qu'ils auraient dû se nourrir de l'expérience de ce qui s'est passé ici pour avoir un accord avec, je ne sais pas comment faire, mais des dispositions qui amènent une certaine coercition. Donc en fait, c'est un boulevard qui est créé. Et là, vous avez remarqué que pour faire passer certaines réformes, il faut revenir à l'Assemblée nationale et peut-être à un référendum et qui va organiser tout ça. C'est encore Fornia Singwe. Je crois que l'idée d'aller véritablement vers une transition pour que les uns et les autres se neutralisent et puissent prouver l'équité et l'équilibre pour décider ensemble, cette idée, si elle ne se matérialise pas, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire, le Togo trouvera la voie de la paix. Merci beaucoup, Mike. Encore 2 minutes sur ce sujet. Et on va terminer avec vous, Madame Ameganvi. Alors, l'opposition a été naïve, dit notre confrère Mike Mukebayi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion? Et aussi, dites-moi, bientôt 1 an que les manifestations ont commencé, c'était le 19 août de l'année dernière. Quel est le bilan que vous faites de cette manifestation par rapport à toutes les exigences que vous avez présentées? Madame, les manifestations au Togo n'ont pas commencé le 19 août 2017. Les manifestations, en réalité, pour être dans la réalité de ce qui se passe au Togo, ont commencé depuis 1990. C'est depuis 1990 du vivant de Nassingwe Yadema, le père de l'actuel président, que les Togolais sont dans les rues pour contester la gestion dictatoriale du pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si vous voulez, je prenais le départ de la manifestation qui conduit aux discussions actuelles. C'est quand même celle lancée par Tikpi Achadam qui a provoqué cette intervention de la CEDEAO. Il y a eu également les manifestations de 2015 du 3 août, 2017 également, qui avait précédé, c'est organisé par le PNP de Tikpi Achadam le 19 août. Et donc, poser le problème, le début du problème togolais à partir du 19 août 2017, moi j'ai l'impression que cela trompe un peu l'histoire, ou trompe un peu l'histoire de la lutte du peuple togolais, où beaucoup de gens ont perdu la vie. Il n'y a pas eu de guerre au Togo. D'accord, madame, encore 1 minute pour conclure, s'il vous plaît. 1 minute pour conclure. Quel bilan vous faites de ces manifestations aujourd'hui? Oui, non, mais c'est ces manifestations qui ont réveillé la CEDEAO qui, je le signale, ont, je dirais, intronisé le Fornia Singwe au pouvoir en 2016. Parce que je ne peux pas rappeler les conditions dans lesquelles M. Fornia Singwe a procédé à la succession dynastique au pouvoir au décès de son père en 2015. Et donc, tous les titres de la CEDEAO, que cela s'est passé. Aujourd'hui, pendant plus de... Il a bouclé 2 mandats. Il est à son 3e mandat. Les problèmes togolais n'ont pas été pour autant résolus, bien au contraire. Cela s'accentue de jour en jour. Et donc, je dis que ces manifestations-là ont permis à l'institution régionale de savoir que les Togolais ont soif.
et que les Togolais ont décidé de prendre leur destin en main. Et comment comptez-vous aujourd'hui, en 30 secondes, madame, comment comptez-vous conduire vos revendications désormais et obtenir gain de cause? Il y a une feuille de route qui est là, qui est considérée, on va dire, comme une boussole. Comment comptez-vous obtenir de vos adversaires le pouvoir qu'ils appliquent cette feuille de route? De la CEDEAO, nous la considérons au niveau de la C14 comme le minimum sur la base duquel nous pouvons partir. Bien évidemment, à la C14, nous avons, dès le début de ce dialogue, déposé un mémorandum en bonne et due forme qui résume toutes les revendications de l'opposition togolaise, et également à la rencontre d'hier, nous avions déposé. Parce que vous savez, nous préférons déposer écrit noir sur blanc les revendications pour que nul n'ignore. Et donc, j'estime que les chefs d'État et les deux facilitateurs et la CEDEAO n'ignorent pas les revendications légitimes du peuple togolais portées par la C14. Merci. Et donc, nous sommes là au niveau de la mise en œuvre de ces recommandations-là. Et c'est à ce niveau-là que l'opposition, et lorsque votre collègue dit que l'opposition togolaise a été naïve, non, nous n'avons pas été naïfs parce que nous savons d'où nous venons et nous savons où nous voulons aller au Togo, au niveau de la C14. Et donc, c'est défendre nos positions qui sont légitimes et qui sont les positions défendues par la majorité des Togolais. C'est ça qui est notre combat. Et c'est ce combat-là que nous mènerons au niveau du comité de la CEDEAO en présence des facilitateurs qui incessamment vont arriver pour la mise en œuvre de cet accord. Merci beaucoup. Le débat BBC Afrique, Africa numéro